Popcorn Short numéro 8. On vient de regarder Cry Baby. Bonjour Vincent Todini. Bonjour Caroline Poisson. Alors maintenant vous le savez, le Popcorn Short, c'est se faire découvrir un film que l'autre n'a jamais vu et n'aurait jamais regardé sans notre belle amitié du Popcorn Club. Et aujourd'hui, j'ai proposé à Vincent de regarder Cry Baby, mais on n'était pas tout seul. Aujourd'hui, on a invité Irina Ricciuti et Lucien Collard du CVFE, qui est le collectif contre les violences familiales et l'exclusion, pour faire la promo de la conférence de Chloé Thibault, suite à la parution de son livre Désirer la violence, qui est paru aux éditions Les Insolentes. Alors, avant de commencer à parler, donc d'abord, bonjour à nos invités. Bonjour Irina. Bonjour. Bonjour Salut Lucien. Salut. On a Manon aussi qui est là, comme d'habitude, pour faire notre technique. Merci Manon. Coucou. On ne t'entendra pas, mais oui, tu peux tu dire n'as pas de micro. crie, Mais... coucou, crie, coucou. Avant de rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce qu'on vient de penser de ce film que nous venons de aimer ou subir ensemble, on va voir ce qu'on en pense. Faire un petit point sur John Waters, déjà le réalisateur de ce film. Qui est-il, d'où vient-il et comment Cry Baby est arrivé sur le devant de la scène. Donc John Waters, c'est un réalisateur qui est né en 1946 aux États-Unis. Au début des années 70, il s'est fait connaître en réalisant Pink Flamingos, qui est quand même un des plus connus, Female Trouble, Desperate Living, qui sont des films trash en rupture totale avec les conventions. Tout le monde connaît la scène du caca, même sans avoir vu le film. Ce qui est mon cas. Voilà, par exemple, Vincent, qui connaissait ça. Pink Flamingos, d'ailleurs, il a rejoint la collection permanente du musée d'art moderne de New York. Donc ses œuvres sont entre le cinéma et l'art contemporain, l'art vidéographique. John Waters, c'est vraiment le représentant des films underground, c'est-à-dire expérimental, indépendant, sans l'aide des grands studios, au départ. Et puis, il a réalisé Hairspray, qui a été un succès énorme. Et de là, il a commencé à avoir un peu plus d'appui. Et en 1990, il réalise Cry Baby, avec beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce que c'est Cry Baby ? Cry Baby, c'est un film avec Johnny Depp et Amy Locan notamment. C'est une parodie de Roméo et Juliette, West Side Story, Grease. Alors, on va revenir sur le thème parodie, pas parodie, on va en discuter tous ensemble parce qu'on a grincé dedans. Une nouvelle lecture. Une nouvelle lecture. En gros, c'est une histoire d'amour entre deux personnages de clans ennemis. C'est une histoire assez basique. On va le résumer après. Mais surtout, pour un peu situer pourquoi c'est là, pourquoi cet objet est arrivé. John Waters, ici, il va tourner avec un gros studio, ce qui est Imagine Films Entertainment. Il a 11 millions de dollars de budget, ce qui le change énormément de ses productions habituelles. Quand tu réfléchis à Pink Flamingos, tu te dis qu'il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Il y a un truc vraiment pas logique du tout. Ici, on a des personnages qui sont beaux, donc on a des acteurs beaux, ça change totalement avec la tradition de travail de John Waters. C'est un pari risqué aussi pour Johnny Depp, parce que Johnny Depp, à l'époque, il est connu pour 21 Jump Street, c'est pas... il va aller un peu se salir dans le cinéma de John Waters. Oui, c'est ça, c'est un peu une figure de poster, en fait. Exactement, mais c'est comme ça qu'il l'a trouvé. Hein. John Waters, c'est en regardant des magazines, en regardant qui était en couverture des magazines pour ados, quoi. Okay. C'est comme ça qu'il l'a choisi. Finalement, gros coup de poker, Johnny Depp, grâce à ça, il va être pris après pour Edouard Romain d'Argent et après aura la carrière qu'on lui connaît et la vie privée qu'on lui connaît. C'est un autre épisode. Un autre épisode, voilà. Il nous faudrait une heure entière. Et c'est clairement pas un short. Voilà. Donc voilà, le film va être présenté à Cannes, carrément. Donc rappelons-nous plusieurs fois qu'on est en 1990. On n'est pas dans les années 70. Mais ça va être important c'est important de le rappeler. Mais rappelez Cannes, à une époque, il y avait des comédies et des trucs comme ça. C'est bien de rappeler aussi qu'il y a ça une revient, époque... ça revient un petit peu. Oui, c'est vrai. Il réessaie un peu subversif. Et que le côté caustique, subversif était vraiment présent aussi à Cannes à une époque. Donc le film est présenté à Cannes hors compétition. Il y a une ovation debout, la presse, super, machin. Ouais. Et oui, sauf que à côté de ça, les fans de John Waters, eux, sont choqués parce qu'ils disent non, là c'est vraiment un film de vendu. Il y a trop de concessions, c'est plus du tout subversif comme avant, c'est beaucoup trop propre, il y a trop de belles personnes, il y a trop de thunes, voilà, ça ne va pas du tout. Le public est aussi dérouté parce qu'il y a cette inversion des valeurs et qui choque les gens parce que mon Dieu, ce sont les gentils qui deviennent méchants, les méchants qui deviennent gentils. On va en discuter aussi. Est-ce vraiment le cas ? Je n'en suis pas certaine. Ici aussi, il y a le fait que les jeunes Américains n'ont pas du tout été happés par le film parce qu'il faut se dire qu'en 1990, les jeunes Américains, le rapport à la musique des années 50, etc., c'est pas leur kiff. Alors qu'en Europe, ça a beaucoup plus été apprécié parce que nous, on avait déjà cette nostalgie de l'Amérique des années 50. Il faut se rappeler que Grease, ça sort en 78. Donc Grease, à l'époque, c'est dans une période encore où tu as ce rapport aux années 50. Que là, 1990 aux États-Unis, quoi, il y avait rien à foutre. Quelque part, il y a cet éloignement culturel qui nous permet d'idéaliser quelque chose qu'on n'a pas connu. On se dit, oh, attends, génial. Tout à fait. Alors qu'ils sont là, non. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler en permanence que c'est un film qui vient de ce qui est sorti en 1990. Oui. Qui est en fait 40 ans après la récent. période qu'il dépeint. Quoi. Tout à fait. Donc maintenant que j'ai un petit peu situé qui est John Waters,
qu'est-ce que Cry Baby ? Qui pourrait nous résumer ce film que nous venons de subir ? Irina, Lucien, un de vous deux voudrait résumer le film ? Ça raconte quoi, Cry Baby ? Vas-y, C'est quoi l'histoire ? Comme tu l'as dit, moi je trouvais que c'était genre une revisite un peu de Roméo et Juliette, où en gros on a un Johnny Depp super beau gosse qui fait non, il fait pas pleurer tout le monde, c'est lui qui pleure. C'est lui qui demande. pleure. Ça craquait tout le monde en pleurant. Ouais, voilà, craqué. c'est ça. Qui est un peu le bad boy à la tête d'un gang d'adolescents. Bad boy Même aussi, pas d'ado. enfin, ouais. En fait, on sait pas trop, ils ont pas vraiment d'âge non Mais ils ont plus. 16 et 18 ans quand même, on est d'accord là-dessus. Ça Oui. reste. Ouais, ils sont censés être au lycée. Ouais, c'est ça, C'est ouais, ça. ouais. Oui, c'est vrai, ça commence au lycée. Parce ouais. qu'on est tous comme ça au lycée, évidemment. Et du coup, il tombe amoureux de la fille Allison, qui est un peu le stéréotype de la meuf super sage, Oh. proprette, de bonne Qui en a famille. marre d'être sage. Exactement, C'est sa comme elle le première dit phrase, si quand bien. même. J'adore cette réplique. Et donc, pendant tout le film, on voit comment dire, ils se séduisent, enfin, avec des guillemets, hein, je fais des guillemets avec les doigts. Et puis, il se passe tellement de trucs en peu Et puis sa vie de temps. bad boy le rattrape. Ouais, c'est ça. Sa c'est vie de ça bad boy le rattrape, il se retrouve en prison, et puis il y a une espèce de soulèvement pour sa libération. Les filles, il y a un conflit entre Allison et sa rivale du lycée pour l'amour de Johnny Depp, Cry Baby, qui, spoiler alert à la fin, est libéré et gracié par le juge de la ville. Et il y a une course de voiture complètement folle. Et à la fin, tout est bien qui finit bien. Allison et Crybaby terminent ensemble sur un magnifique plan rapproché de leur visage avec une petite Où tout le monde pleure. Tout le monde Tout le monde pleure, Oui, c'est ouais, vrai. c'est pas les seuls. Il faut voilà. rappeler qu'Alison est logiquement destinée à Ouais, un c'est des ça, ouais. gentils garçons. Ouais, qui en pardon. fait- De son clan, en fait. De son De Ouais. son clan, clan de de son riches, clan ouais, tout à fait. de riches gentils blancs. Et donc, oui, on a elle est destinée à ça, mais il n'est pas si gentil que ça. Mhm. Donc ici, Oui. on a un peu les gentils bien sous tout rapport qui sont censés être tout propres, et les vilains bad boys, mais on a vraiment cette inversion ici où Mhm. les gentils sont des gros cons, Oui. et de base, hein, et le groupe des bad boys sont en fait plutôt gentils, C'est plutôt ça. branchés Ou- famille. Ou en et, tout cas, on peut les ouais. montrer comme étant sensibles. Voilà, C'est c'est ça. ça, en On fait, peut les le- montrer comme étant On sensibles. peut les montrer comme étant sensibles. Et alors, point essentiel qu'on n'a pas mentionné, c'est un film musical. Ah, Ouais. ça Ah change oui, beaucoup. ouais. Je n'en pouvais plus moi de ça. J'avais oublié, j'étais là. Oh, l'enfer sur terre. Il y a des chansons. Tout Alors, le temps. tout d'abord, qui l'avait déjà vu à part moi? Non, moi je l'avais déjà vu, Tu mais il y a l'avais déjà vu longtemps. il y a longtemps. Et Ouais. toi, Lucien? Moi non, et c'était même le premier film de John Waters que tu j'ai voyais. vu. Tout pareil. Et Et, ben, c'est pareil. et ouais, moi ça m'a donné envie d'aller voir les autres, quoi. Ok. Tout pareil, ouais. Irina, qu'as-tu pensé de Cry Baby? Moi, j'avais pas un très bon souvenir de ce film, et effectivement, je n'aime toujours pas ce film. C'est trop. Alors déjà, moi, j'aurais voulu qu'on commence par qu'est-ce qu'une parodie, du coup, Tout à parce fait. que soi-disant c'est une parodie, et moi j'ai quand même un doute technique pour moi là-dessus. À part 2-3 scènes un peu exagérées, je trouvais quand même qu'on n'était pas trop dans la parodie. Donc qu'est-ce qu'une parodie pour vous déjà? Est-ce que ça rentre dedans ou pas? Moi, par exemple, pour moi, une bonne parodie, c'est un Shaun of the Dead. Mhm. Voilà, la trilogie Cornetto, pour moi, est une parodie merveilleuse. Là où je pense que en fait, le terme parodie, il n'est pas forcément dévoyé ici, dans le sens où ça a quand même les atours d'une comédie musicale, selon moi. Et qu'à partir du moment où tu arrives à reconnaître des éléments, des codes d'un genre qui te semblent vraiment te sauter au visage, et là, pour le cas, je trouve que c'est le cas, là où je pense qu'il peut y avoir un doute, c'est sur le côté volontairement décalé de John Waters, mais qui en fait est quelque chose, je pense, qui appartient au cinéaste surtout. Et donc, cette définition de la parodie, je pense qu'on est entre une parodie, quelque chose d'un peu classique, etc., et puis finalement un film qui ressemble à un film probablement de John Waters, et que peut-être ce décalage vient de là, tu vois. Parce que voilà, moi, je vais peut-être enchaîner là-dessus, mais la seule image que j'avais de John Waters jusque-là, c'était Pink Flamingos, c'était Divine avec la fameuse scène. Voilà, je n'ai jamais vu que cet extrait-là, et puis je me suis dit, ouais, putain, je sais pas si j'ai vraiment envie de regarder, de regarder plus avant, mais il y a quelque chose que je dois préciser, c'est que je fais une petite parenthèse par rapport à Mes Fameux. Donc, si vous ne le savez pas, ce podcast, même s'il a été créé par Caroline et moi-même, il est incubé, il est produit par un collectif dans lequel Caroline et moi on fait partie, qui s'appelle Mes Fameux. Et l'un des objectifs de ce collectif, c'est de mettre en avant tout ce qui est cinéma de genre, et plus précisément, ça on le dit moins souvent, de mettre en avant ce qu'on appelle les films cultes. Mais dans la définition première en fait, de ce terme-là, qui est né en gros dans les années 70 via certains cinéastes spécifiques, parmi lesquels John Waters.
puisque John Waters est complètement issu du cinéma underground et que le terme film culte désignait des films qui n'arrivaient à fonctionner que parce qu'il y avait une toute petite fanbase qui était très très attachée au film, qui avait un amour inconditionnel et revenait sans arrêt et faisait vivre le film parce que il était plébiscité par un tout petit groupe de personnes. Tu mets le Rocky Horror dedans, par Tout à exemple, fait, ce genre de choses. tout à fait, Complètement. bien sûr. Il fait partie. Rocky Horror Ouais. Picture Show et Pink Flamingos sont complètement dans la naissance de ces films cultes. Et donc voilà, c'était, je voulais faire un petit peu ce parallèle parce que là, c'est vraiment un peu les étoiles qui s'alignent là entre le Popcorn Club et les activités de ce collectif. On parlait de parodie, je pense que moi je vois la parodie dans le sens où il y a déjà visuellement, même dans la palette de couleurs, etc., certaines scènes, certaines façons de se tenir, etc., où tu vois Grease à 100%. Alors, Clairement, oui. vraiment. Donc tu as cette parodie de Grease, mais là où je suis d'accord avec toi, Irina, où on s'éloigne, c'est que pour moi, pour que ce soit totalement parodique, il aurait fallu que ça aille peut-être plus loin dans la démolition Du genre et des codes, oui. de faire descendre de leur piédestal ces personnages, parce que pour moi, il y a quand même un problème de catégorisation des personnages. Il y a Oui. quand même un problème de le méchant qui en fait est doux et gentil, et la jeune fille qui veut devenir un petit peu sale, dit comme ça, c'est vraiment bizarre. Mais t'as ce truc un peu où t'as la parodie, mais en même temps, ben, ça revient au même que dans Grease, en fait. Mais c'est exactement ce que ça m'a fait, tout à fait. Je crois que je vois maintenant pourquoi en fait tu ne le considères pas comme une parodie, c'est parce qu'à aucun moment il ne cherche à détricoter les codes. C'est ça. Mais oui, Ouais. c'est ça. Donc pour moi, c'est pas une parodie. Oui. C'est une parodie dans certaines lignes de dialogue ou certaines scènes visuelles poussées à leur extrême avec des grimaces, avec Tracy Locan. Oui, donc j'ai oublié son la nom. gueule cassée. Non, enfin, je non, sais pas elle, Non, l'actrice porno qui joue dans Ah, oui. la blonde magnifique, qui est une de la bande Ouais. comme ça. Qui est Ah, alors Voilà. justement, moi je tenais à dire, Ouais. mon personnage préféré de tout le film, c'est sa perruque, quoi. Ah, C'est ouais. incroyable. incroyable. Hein. Mais t'as Iggy Pop, t'as vraiment un truc, mais je trouve que ces personnages ne sont pas vraiment. Ils sont là, ils existent, mais ils sont tous hyper attachants finalement. Et moi, je trouve pas qu'on détricote le genre, quoi. Mais non, je trouve pas non plus. Et du coup, ça me questionne quand même sur ce que ça véhicule, enfin, comme image, parce qu'il n'y a pas un moment où justement on se distancie par rapport à ce mec qui est quand même un peu cinglé et violent, parce que Crybaby, on va quand même pas se mentir. Il y a des scènes où j'étais là, mais c'est un mec violent en fait, on va arrêter. Et non, je trouve qu'il y a rien. Et même le gentil riche qui en fait ne l'est pas, c'est un connard aussi. Enfin, je trouvais qu'il y avait des trucs où j'étais là, mais. Il y a même des scènes qui m'ont mis On mal a à l'aise perdu. avec les deux gamins, par exemple, les deux enfants, où je me suis dit à un moment donné, il n'y a pas une sexualisation de deux enfants. Moi, Ah, ça j'ai m'a pas mis. tilté là-dessus. Par contre. Ah, moi, ça m'a mis. La Alors- dernière scène, j'étais vraiment là. Mais pourquoi est-ce que cet enfant de 6 ans se dandine? Bah, il y avait un truc où j'étais là. Mais alors je là- ne comprends pas. Là, à l'inverse, moi, ça ne me choque pas dans le sens où je vois du John Waters là-dedans. Ouais, Mais c'est moi, ce je ne que connaissais j'allais pas dire. John C'est Waters, ça, c'est en ça, fait, tu vois. tu Donc, vois. je découvrais le film pour ce qu'il Là, est. Enfin, là, pour moi, c'est subversif. Là, pour moi, il y a une parodie. Il y a une utilisation, Ah oui, une ok. caractérisation des personnages d'enfants. Toi, Lucien, t'en penses quoi? Mais moi, je trouvais que c'était une. Ouais, peut-être. J'ai Tu peux bien parler dans le micro. Pardon, oui, ouais, c'est- pardon. je rapproche de moi. Peut-être j'ai moins fait attention à l'aspect parodie d'une comédie romantique. Par contre, c'est pour moi une comédie. Enfin, au sens comédie, film drôle, vraiment très très réussi, parce que moi j'ai trouvé ça vraiment à mourir de rire à plein de moments. Parce que quand on a commencé le film, j'avoue, j'étais un peu là, ok, je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais au final, j'étais vraiment pris dedans, et il y a vraiment des moments où j'ai rigolé. Après, c'est vrai que peut-être du coup la relation entre Allison et Crybaby passait un peu au second plan pour moi, parce que moi j'aime bien les films, les beaux films, et moi là je trouvais que, comme tu disais Caroline, les couleurs, les costumes, enfin tu t'en prends plein la tronche, et John Waters il va super loin là-dedans, et donc peut-être ça passait un peu au second plan, mais ça c'est peut-être ma sensibilité à moi, parce que j'aime bien les beaux films qui en mettent plein la vue, quoi. Je dirais pas que ça remet en question les codes de représentation des relations amoureuses, parce qu'en effet, Allison, même si on lui dit « Ah, mais t'as le choix, tu peux choisir entre vivre avec les riches ou les bad boys, vas-y, fais ton choix. » Enfin... Mais en fait, ce qui me plaît, désolé, si tu veux, je peux enchaîner, mais Ouais, vas-y. ce qui me plaît, c'est qu'il y a à la fois un surlignage des archétypes,
et en même temps un décalage complet dans le ton humoristique. Donc ça veut Ouais. dire que moi je m'attendais vraiment pas à réussir à rire en fait en regardant, parce que vraiment j'étais à Crybaby en plus, film musical. Alors ok, John Waters, à un moment je me suis dit Il faut quand même imaginer que le film précédent que j'ai fait découvrir, c'est L'Apprenti sorcière. Ouais. Un peu plus quoi. C'était génial, oui. Avec ça au fond du lit, avec la boule, tout ça. Oui, c'est Ah ça. ouais, non, mais Ah. c'est un de mes films d'enfance, c'est tellement merveilleux. Oui, bien sûr. Mais ouais. c'est trop génial. Il l'a subi déjà. Ouais, Oh je mon l'avais Dieu, un peu c'était suivi. trop bien. J'avais Là, je même crois que- oublié que je l'avais déjà vu. Je crois face, qu'il me ouais. doit 3 Jean-Claude Van Damme. là, je Voilà, crois. c'est ça. Vous irez l'écouter, il est en ligne aussi, cet épisode, mais en gros, je m'attendais vraiment pas à apprécier le film, et vraiment, il y a quelque chose qui, à la fois, dans ce jeu sur les archétypes et le décalage humoristique, fait qu'il y a des moments où j'ai vraiment rigolé, mais déjà la première fois où donc on le rappelle, c'est un film des années 90. On a déjà du recul sur certains archétypes qui peuvent avoir été montrés, notamment via des films comme Grease ou autres. Mhm. Et quand la première fois qu'on la voit regarder avec amour ce personnage de bad boy en blouson noir, en plus vraiment dans le look, il y a quelque chose de très très archétypal, où elle dit j'en ai marre d'être sage. J'ai envie de dire, il faut vraiment, je pense que là il faut voir la note d'attention humoristique du film déjà à ce moment-là. Mhm. Et alors, moi, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Mais genre, une scène qui m'a fait mourir de rire, et c'est là que je veux parler de décalage, d'effets, de sidération, où je me dis, mais je ne comprends pas comment il a eu l'idée de faire de l'humour avec ça. C'est le moment. C'est le Il en moment rit encore. où il raconte la façon dont leurs parents sont morts. Alors, déjà, parce que ce qu'il y a en fait, c'est vraiment incroyable, parce que c'est un truc en plusieurs couches. D'abord, il y a la meuf qui explique, oui, mes 2 parents, ils avaient peur de mourir dans un crash d'avion, et donc ils ont pris chacun un avion différent, et puis les 2 avions se sont crashés. Déjà, je me suis dit, oh waouh, oh waouh, surtout. Et puis, là, si vous avez jamais vu le film, si vous l'avez vu, vous savez de quel moment je parle. Il y a un moment, il y a un éclair, et t'as Johnny Depp qui se met à péter les plombs en disant j'ai peur de l'électricité parce que mon parent est mort. Et puis il fait sur une chaise électrique, et il arrache sa chemise, et il y a un tatouage de chaise électrique. Là, C'était drôle. Oui. là, et je pense que l'esprit de John Waters, pour peu que je puisse maintenant l'identifier, je pense que c'est plutôt là-dedans qu'il se situe. Mais moi, ce qui m'a gêné, tu vois, avec cette scène. Enfin, alors au début, j'étais là, ok, d'accord, c'est un peu rigolo si tu veux, mais de nouveau, c'est peut-être de ma faute parce que je travaille trop les schémas problématiques des films et que ça fait 6 mois que je ne vis qu'avec de la littérature, des podcasts sur des constructions de ça. Mais donc, au départ, t'es là, c'est rigolo. Mais pour moi, là où ça manque d'aller plus loin, c'est qu'en fait, il devient quand même hyper agressif et on se dit, mais en fait, il va être agressif toute sa vie, ce monsieur. Elle va se prendre une torgnole à un moment donné. À ce moment-là, oui, tout Et à tu fait. vois, et surtout, Ouais, c'est que, en fait, la réaction du coup de la meuf en face, c'est de lui dire, bah viens maintenant, allons-y, baisons, tu vois. Et tu te Ouais, dis, exactement. ah, mais là, moi, ça me Absolument. gêne. Parce qu'elle aurait pu prendre. Il y aurait une distance c'était par rapport à sa réaction à elle. Et là, c'est que ça l'excite et que ça. Ok, elle est prête à y aller parce qu'il a pété les plombs. Et moi, c'est là que ça m'a. Ah, tiens, Ouais, ça, c'est pas top. Mhm. Parce qu'il faut rappeler qu'on vous a invité pour ce podcast, donc pour faire la promotion de ce bouquin qui s'appelle Désirer la violence. Ceux que la pop culture nous apprend à aimer. Exactement. Et donc, où Chloé Thibault décortique vraiment énormément de films. Nous, on a de la même génération, de notre enfance, adolescence, où on a commencé à aimer cette image de bad boy et où ça a pu forger beaucoup de nos relations amoureuses par la suite. Et c'est vrai que moi, le revoyant ici ce week-end, la scène vraiment où ils sont tous les deux couchés et qu'en fait, elle a un peu oui, mais non. Et en fait, à partir du moment où il se montre agressif, elle est OK pour coucher avec. Oui, c'est ça. Et là, je me suis dit, ah, c'est bizarre en fait. Et ce truc, je ne l'avais jamais identifié avant. C'est vraiment ce moment ici, quand on vient de le regarder, où je me suis dit, waouh. Et je pense que j'ai même fait, waouh, ça ne va pas. Il y a un truc vraiment où elle dit, ouais, mais allez, Alison, allez, on y va. Et en fait, la meuf dit, ah oui, vas-y, on y va. Quoi. Et tu te dis, c'est ce moment de changement dans ce nom qui devient oui. Mhm. Il est vraiment pas placé au bon Mais moment, quoi. Non, c'est ça. Il aurait été placé, même si, bon, c'est vrai que comme Chloé Thibault en parle bien mieux que moi, et donc on vous invite à cette conférence, donc on vous donnera les infos à la fin. Mais déjà, ce truc, on nous apprend à ce que les bad boys sont sombres et tout ça, mais que nous, on est la magnifique fille qui allons les changer, et qu'en fait, grâce à nous, il va devenir merveilleux, et que donc, on aura une très belle histoire d'amour. Qu'elle aurait craqué tout à la fin quand il devient gentil, ça aurait quand même déjà été problématique, mais là, c'est encore pire, quoi. Là, c'est vraiment... C'est ça, c'est vraiment quand il montre sa colère. Exactement. Et ça... C'est juste ce moment-là, et je me suis dit, putain, ça pue un peu, quoi. Oui, il y a quand même un arbre derrière elle qui explose, on va dire, lis les signes, ça ne va pas. Red flag, Oui, c'est ça. Et il y a un autre truc aussi, moi, par rapport à
représentation un peu problématique, voire beaucoup en fait dans les films. Il y a un truc qui m'a marqué moi dans celui-ci, c'est la compétition entre les meufs pour ce mec. Complètement. En fait. Ça va jusqu'à créer une fake news dans les journaux parce que du coup il y a. Elle est enceinte. Voilà, c'est ça. Il y a Alison et il y a Nora. Nora, voilà, merci. Qui du coup est super jalouse parce qu'en fait elle n'arrive pas à avoir l'attention de ce mec. Et qui surtout n'a que ça comme rôle. C'est ça son rôle, c'est juste ouais. d'être jalouse enfin je me suis dit mais pauvre personnage, elle est juste là pour se prendre un crépage de chignon quoi. Mais c'est un personnage qui est dans quasiment tous les teen movies. Mais c'est un problème aussi de la sororité où les femmes on apprend dès l'enfance en fait à se détester se entre mettre nous en compétition. En compétition constamment vis-à-vis des autres alors qu'on devrait être dans une sororité voilà mais on nous apprend ça et Nora est là exactement pour ça. Tu fais bien de le souligner, ce personnage qui ne sert à rien. Mais parce qu'on la voit je pense 4-5 fois sur le film et dans des moments très très courts et en fait on la voit juste pour en fait elle fasse un mauvais coup à Alison ou alors elle regarde Cry Baby, elle essaye d'avoir son attention et en fait il n'y a pas d'autres et il la jette de façon très très désagréable en plus ouais. Elle se prend un coup quand elle est au sol en plus à un moment donné on est d'accord ouais. C'est peut-être le bon moment pour parler justement de teen movies, qu'on vient d'évoquer les teen movies. Qu'est-ce que c'est les teen movies et surtout d'où ça vient et comment est-ce que ça arrivait sur le devant du tableau. Il y a vraiment cette catégorisation de l'adolescence qui en fait n'existait pas avant. Comment est-ce qu'on a commencé à vraiment catégoriser l'adolescent en tant que figure qui peut être héros de film. Les premiers essais sur l'adolescence, ils datent de 1904. C'est arrivé avec Granville Stanley Hall. C'est avec l'interdiction du travail des mineurs et donc l'augmentation de l'obligation scolaire. Et donc mais oui, c'est un concept récent en fait. Oui, c'est ça, c'est très récent. Et donc les adolescents ont commencé à rester plus longtemps chez leurs parents. Donc ils devaient aller à l'école, donc d'office ils restaient plus longtemps chez leurs parents, ils ne partaient pas pour travailler. Donc il y a eu comme ça, ces adolescents, c'est devenu une nouvelle part de la société en fait. Il y avait les enfants, les adultes, mais il y avait les adolescents. Il y a l'entre-deux quoi. Un peu entre deux. Et donc le genre teen movies démarre vraiment après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée de la télé, avec le rajeunissement du public aussi grâce à la télé qui arrive dans les ménages où les jeunes sont un peu entre deux vu qu'ils ne doivent pas aller au travail, ils sont à l'école, mais quand ils ne sont pas à l'école, ils peuvent traîner un petit peu chez eux. Donc il y a cette place de la télévision beaucoup plus grande. Et il y a aussi ces drive-in qui arrivent. Et donc, il faut faire venir les jeunes au drive-in pour qu'ils viennent voir des films, pour qu'ils consomment. Ouais. Tu sais replacer l'époque, les drive-in, plus ou moins 60, 50, 60 ouais, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Okay. Et surtout, les teen movies, ils ont été analysés par Alan Betrock en 1986. 1986, j'ai été faire quelques petites recherches par rapport à ça, de pourquoi est-ce que ce genre teen movies, pourquoi est-ce que les femmes sont aussi mal représentées dans les teen movies. En fait, il a analysé qu'il y a 4 codes à respecter pour que les films soient vus par le plus grand nombre. Le film, un enfant aurait envie de regarder ce qu'un ado regarde. Ah ouais. Par contre, un ado ne regardera pas ce qu'un enfant regarde. Une fille regardera ce qu'un garçon regarde. Par contre, un garçon ne regardera pas ce qu'une fille regarde. Ce qui fait que donc, on a créé des films pour intéresser un ado masculin de 19 ans. Et donc, à partir de là, les problématiques de stéréotypes de genre, ils sont là. Simplement. Juste parce qu'on a créé ces films au départ pour intéresser des adolescents masculins. Et donc la femme est directement objectivée. Il y a ça. Et alors l'autre question qui se pose par rapport à la violence et au fait que c'est pas juste de montrer ce qu'un ado de 19 ans a envie de voir, parce qu'on pourrait montrer un ado de 19 ans que tu aurais envie d'être, à savoir peut-être quelqu'un de gentil ou de conciliant, etc. Le souci, c'est simplement que dans l'écriture d'une bonne histoire passe par le conflit. Et de base, je sais pas, c'est peut-être une explication un peu éclatée comme ça, mais en fait, je pense que l'une des raisons qui fait qu'à un moment on montre des gens qui peuvent être violents c'est aussi parce que c'est plus attrayant pour un spectateur de voir du conflit. Voilà. Mais alors, c'est... Justement, je fais un parallèle avec le livre, du coup, justement, elle en parle. Et en fait, il y aurait du conflit, mais pourquoi est-ce que d'office, on est sur un conflit avec de la violence comme ça? Et pourquoi rendre désirable? C'est ça le truc, c'est pourquoi est-ce qu'on rend désirable la violence, et même dans les relations? Parce qu'il peut y avoir du conflit, ça peut être déconstruit, etc. Mais là, on est vraiment dans une désirabilité. Surtout, là, c'est hyper flagrant, tu vois, ce truc. Ok, sa première fois, elle va bien parce que le mec a pété un plomb. Tu vois, c'est ça, la problématique, on est au-delà d'un conflit, en fait. Et surtout, moi, il y a un truc aussi que je me suis dit en regardant le film, c'est que c'est presque un film de lutte de classe, en fait. Complètement. Et que la violence, elle est aussi induite par les institutions qu'on montre dans le film. Donc, il y a la justice, il y a le monde médical dans la première scène. Il y a un élément important, à un moment, on montre une maison de redressement, et il y a un personnage qui est incarné par Willem Dafoe, par exemple, qu'on voit à peine, et vient et demande de prier
plein de gens, dont Ouais. Richard Nixon, Ouais, ouais, dont ouais, des tas ouais. enfin voilà, de figures un peu réac, un peu. Et là aussi, je m'étais dit, tiens, il a voulu dire quelque chose, mais là, Mhm. j'étais un peu fatigué pour essayer de décrypter aussi, tu vois. Mais du coup, il y a un discours en tout cas. ouais, et en fait, je pense que ça passe un peu au second plan parce que ce que le film veut raconter, c'est cette histoire d'amour entre ces deux ados, quoi. Mais c'est quand même perceptible. Il y a Ouais. des moments où, par Ouais. exemple, quand. Mais c'est là que tu vois son côté un peu caustique, quoi. Ouais, un ouais, peu, à fond, ouais. Ouais, pardon. Pardon, excuse-moi. Non, je voulais dire, par exemple, on voit très peu de personnes racisées dans le film, mais on en voit quand même à En prison. Quand ils arrivent en moments. prison, Ouais. et on Ah, est ouais, d'accord. prison. hein, ça. Seulement en prison. C'est ça. Et moi, la première fois où j'en ai remarqué, c'est justement quand il y a la scène d'arrestation et que en fait, on met les personnes racisées à part dans Oui. une espèce de Oui, oui. chariot. Et ça, par exemple, ça pourrait être l'objet d'un commentaire du film sur la Tout à situation fait. Ah oui, oui, tout à fait. dans les années 50 d'apartheid, ségrégation, de ségrégation ouais. de la société. Mais ça passe au second plan. C'est Tout à plus fait. par petites touches parce que ce que le film veut raconter, c'est une histoire d'amour, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi, c'est peut-être aussi pour ça que les fans de la première heure de John Waters n'ont pas tant apprécié Cry Baby, Mhm. parce que justement, il y a ces petites touches John Mhm. Waters où il veut dénoncer des choses, mais il y a tellement cet apport du studio, cet argent, parce qu'on le sait, on en parle souvent dans le Popcorn Club, les studios, les producteurs, ça canalise quand même beaucoup les réalisateurs. À fond. Et donc, est-ce que ici, en termes de production, il a peut-être assagi certaines parts de l'histoire pour pouvoir justement plaire au grand public, parce que son discours politique passe assez au second plan. Ceux qui savent, on comprend, on a les codes, on comprend le truc. Ici, mais c'est vrai que de base, tu sens que le film pourrait plaire à... Enfin, moi, je dirais, en tant que jeune adolescente, je ne me posais aucune question sur la problématique du personnage de Ouais, de tout Johnny à Depp. fait. Ouais, Vraiment tout à fait. aucun. Et c'est là que Mhm. tu vois le respect des codes du film, parce qu'en fait, le moment où le film est vraiment le plus sage, c'est toutes les séquences musicales. Et donc, Oui. Irina est d'accord, et donc il n'y a pas de parodie. Mais non. Voilà. Non, mais voilà, non, mais c'est ça. c'est vraiment- On l'a démontré en 20 minutes. Non, mais c'est vrai, t'as vraiment, je suis tout à fait d'accord. D'accord, c'est vrai que quand tu regardes, tu as ce point de vue politique, effectivement, que tu ne sens pas, que tu sens moins, en fait. Mais Il essaye, mais... Parce qu'il y a aussi l'énorme drapeau sudiste aussi qu'on voit. Oui, 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 hein. mais oui. Ah oui. Mais c'est comme ça qu'est caractérisé. Et là, pour le coup, c'est un peu bizarre parce que c'est comme ça que sont caractérisés les héros, surtout des gens avec Mais qui oui. tu ressens de l'empathie. Mais même ça, enfin, toute la famille de Johnny Depp, enfin, c'est quand même pour montrer une famille de baraki. Mais alors, du coup, enfin, c'est ça, en gros, mais qui sont gentils parce qu'ils sont pas vraiment bad boy, enfin, pas vraiment Ouais, méchants. c'est ça. Mais en fait, il y a un truc, même dans la lutte des classes, de la manière de les représenter. Enfin, la sœur de Johnny Depp a quand même déjà 2 enfants, elle est enceinte. On se dit, mais elle a 16 ans. Est-ce qu'on va parler de ça ou pas? Et donc, il y a un truc de. Elle se marie quand même. Oui, c'est vrai. Je dirais même la lutte des classes. Enfin, les personnages qu'on a envie Elle d'aimer. rentre enfin, dans les codes. à la fin. C'est bien, bravo. Enfin, je sais pas, moi, cette famille m'a questionné aussi. En disant, ok, en face, on n'a pas envie d'être les bourgeois qui sont, en fait, sont hyper méchants, voilà. Mais j'ai pas envie d'être eux non plus, parce qu'il y a quand même une problématique là-dedans. Enfin, et ça nous renvoie à des gens sympathiques, effectivement, qui ont quand même un drapeau sudiste, qui ont une Ouais. fille de 16 ans avec plein de gamins. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin, et je trouve que ce qu'on nous renvoie même, du coup, des pauvres, n'est quand même pas dingo, même dans la déconstruction des luttes des classes. Enfin, moi, j'ai envie Ouais, d'appartenir à aucun des deux genres. quoi. Oui, bah, tu as une représentation qui parfois, c'est souvent dans la culture populaire, qui pêche un peu dans leur représentation des pauvres, c'est tout de suite de les montrer crasseux. Mais oui, Ouais. c'est ça. C'est veux dire, un la truc, première scène, c'est il- un problème de la pop culture. Mais oui, quand il est dans la Iggy baignoire, Pop dans dans sa la bassine, piscine. j'étais pourquoi est-ce qu'il se lave dedans? Mais enfin, Ouais, qu'est-ce que ouais, c'est que ouais. ça? Et elle doit Il avoir a un vraiment chapeau poule. Enfin, Il est vraiment défini comme un cutéreux, quoi, littéralement, Mais dès qu'on oui. le voit. Ouais. mais oui. Et on se dit, ah oui, donc soit c'est des riches, soit c'est des pauvres. Et c'est ça. Waouh. Ah oui, Ouais. ok. Ouais, tout à fait. Mais bon, c'était une belle expérience en tout cas de Ouais. regarder Cry Baby tous ensemble. À fond. Vous avez encore quelque chose à dire sur le film, ou on ferait la promo de ce super événement que vous organisez et sur lequel on se colle pour en faire la promo? Vas-y, Irina, c'est ton C'est moment. c'est mon moment. Mais donc déjà, merci pour cette invitation, parce que c'était fort, fort agréable. À fond, merci Ouais, beaucoup. Vraiment, cool. c'était chouette. On aura encore plein de trucs évidemment à dire et sur plein d'autres films. Enfin, on ne Ah. s'arrêterait pas tellement une On fois va, qu'on on va plonge faire- dedans. on va créer un nouveau podcast. Oui. Ah, ce serait trop bien. Moi, je suis preneuse. Faudra reparler de Star Wars sous cet angle-là. Ah parce là que là, je il faut dire à nos auditeurs, parce que on a quand même, parce que c'est quand même bien de le dire, de le mentionner, on a tellement hésité à choisir le film, parce que moi, Cry Baby, Ouais. je voulais le faire voir à Vincent depuis longtemps, parce que je savais bien que ça allait l'irriter, mais et ça allait me faire beaucoup rire de le regarder, voir Cry Baby. Regarder quelqu'un, regarder un film, c'est génial, là j'ai vraiment kiffé, mais on a hésité, parce qu'il y avait Star Wars, mais Chloé Thibault en parle dans son bouquin, il y a Star Wars, Indiana Jones, mais qu'on avait nous déjà traité dans le Popcorn Mhm. Club. Complètement. On a pensé à Bridget Jones, mais qui pour moi entrait moins dans la ligne éditoriale du Popcorn Club, c'était un peu plus récent. Ce Enfin, qui on serait s'est- intéressant, parce que le nouveau arrive, et donc je Le trouve nouveau que ce serait arrive, ouais, génial. on s'est vraiment qu'il y ait un posé. truc à faire,
En fait, il y en a de toute façon. C'est ça la thématique de la conférence. Je vais rebondir là-dessus. C'est qu'en fait, c'est comment est-ce qu'on déconstruit toute la pop culture. Mais effectivement, ça passe de Indiana Jones, Retour vers le futur, à Friends. Tout à fait. Ouais. Chaque page, on pleure de toute façon des larmes de sang en se disant mais non, lui aussi est problématique. Mais enfin. Je ne l'avais pas vu, j'adorais ce personnage. Mais oui, c'est ça, mais enfin. Et quand on avoir lu le bouquin, et puis d'autres bouquins, et puis se renseigner un peu, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de schémas. Pour moi, le pire, c'est Vampire Diaries. Vraiment, pour moi, le pire, c'est que... Tu n'avais pas vu que c'était toxique dès le départ, toi? Alors, si, mais Damon est tellement beau. Et quand même, la première scène où il apparaît, où il rencontre Elena, il dit qu'il veut la buter. Oui. Et on le rend désirable. Ah, mais il est extrêmement désirable. Mais il lui dit quand même littéralement qu'il veut la tuer. Ok, écoute, c'est super. C'est comme dans True Blood, hein, le plus beau c'est Eric, et c'est une saloperie dès le départ. Ah ouais. Ouais, on est d'accord. Mon Dieu. Je ne vais pas m'étaler sur la question. Tu ne vas pas t'étaler sur Eric? Non plus. Donc, Irina, parle-nous sérieusement. Cette conférence, c'est quand, c'est comment, c'est pourquoi? Donc, c'est le 15 février à 20h à la Cité Miroir. Et donc, on invite l'autrice journaliste à Liège. Parce qu'on ne sait pas qui nous écoute et où. Oui, c'est vrai, à Liège. Et donc, on est très, 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 très fiers de recevoir Chloé Thibault, donc, qui est une autrice journaliste française et qui a écrit un livre qui s'appelle donc Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer. Et donc, elle a fait tout un travail pendant longtemps d'analyser les films, les séries, mais même des livres aussi, etc. Et qui nous montre tous ces schémas, en fait, problématiques de relations amoureuses dans la pop culture et qui sont vraiment, vraiment problématiques, mais dans toute la pop culture, pas que dans les films d'amour en fait. Et le problème, c'est qu'on se rend compte que la culture et le cinéma ont quand même un impact dans nos vraies vies. Et le premier qui me dit « mais moi je regarde des films d'horreur et je ne deviens pas un slasher », gars, c'est que t'as pas compris que la culture a un réel impact sur ce qu'on vit et ça se ressent dans nos histoires. Enfin, on est des psychopathes. En fait, en fait, il y a un argument très simple à opposer à ça, c'est que quand tu regardes un slasher, tu ne prends pas le point de vue du tueur. Effectivement. Tu prends le point de vue de la victime, donc évidemment que tu ne deviens pas un tueur. C'est ça. Voilà. Que dans les histoires d'amour, dans tous les films, on a une tendance à être dans le point de vue de celui qui on vit. S'identifie. On s'identifie tout à fait à Han Solo, par exemple, dans Star Wars. On a envie d'être dans cette scène d'amour. C'est même qu'on a envie d'être Han Solo dans Star Wars. Oui, tout à fait. Enfin, je parle pour moi, évidemment. Moi, je préférais Chewbacca. Mais moi, j'avais envie d'être Han parce qu'il avait son meilleur pote était Chewbacca. Mais donc voilà, on reçoit Chloé pour parler un peu de tout ça parce que nous au CVFE, donc on travaille sur la question des violences conjugales et des VSS aussi, et on essaye de ramener ça un peu de manière ludique dans le débat public, en éducation permanente. On a un atelier d'écriture où on déconstruit des histoires d'amour justement, et donc en parlant de ça, on s'est dit tiens, on va voir avec Chloé, comme elle c'est un peu la spécialiste française là-dessus, comment est-ce que ça se passe, et on va pouvoir déconstruire avec elle tout ça le 15. Donc on va parler cinéma, on va parler pop culture et on va parler amour. Donc je trouve que pour une Saint-Valentin, franchement, hein, tout à fait. Même un premier date, viens, on va voir une féministe qui parle de cinéma, allez. On se met direct à l'épreuve. Voilà, c'est ça. C'est clair qu'il y aura des choses à dire. Mais oui. La conversation ne s'arrêtera pas. Non, c'est ça. Ne tombera pas à plat, en tout cas. Et pour avoir des tickets, c'est sur le site de la Cité Miroir? Oui, c'est ça, c'est à la Cité Miroir, et donc c'est eux qui gèrent toute la billetterie, il suffit d'y aller, on voit la tête de Chloé, et c'est là. Super. Merci beaucoup. Nous, on rappelle que comme on n'a toujours pas réenregistré notre outro, on va le faire maintenant. On va le faire juste après, mais comme l'épisode sortira avant ceux qui on a... Bref, vous avez vu que, vous allez voir que ce mois-ci, on vous sort énormément d'épisodes. On est très très contents. On est donc toujours disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur plusieurs réseaux sociaux pour suivre nos aventures et nos coulisses. Mais nous ne sommes plus sur Twitter. On a fait le choix de ne plus être sur Twitter. On réfléchit à la suite, on réfléchit méta par méta. On verra, mais en tout cas, vous ne nous trouverez plus sur Twitter. Même si l'outro dit le contraire. Oui. Merci beaucoup. On peut rentrer chez nous avec plein de chansons en tête et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, YouTube, entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Vous pourrez suivre les coulisses, les aventures de nos invités ici qu'on oblige à se déguiser en popcorn. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, de réagir à nos publications. Ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre amour de la pop culture partout dans le monde.